Bonsoir tout le monde. Alors je vous souhaite la bienvenue à notre conférence des grands communicateurs ici à Montréal. C'est notre 12e saison et 12e saison, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens fidèles qui nous appuient depuis tout ce temps-là. Donc j'aime ça prendre le temps de les citer au moins et de les remercier. Alors c'est toujours la TELUC bien sûr qui nous accueille, on est dans ces murs ici, son association étudiante aussi qui nous supporte beaucoup. Le Canal Savoie qui nous diffuse, on est donc diffusé régulièrement au Canal Savoie, vous pourrez revoir cette conférence sur ce canal-là. Et bien sûr, les conférenciers qui, depuis 12 saisons, viennent chaque mois partager un petit peu les bons coups ou quelque chose, une facette un petit peu moins connue de leur métier de communicateur. Et bien sûr, le public qui nous suit mois après mois. Il y en a dans la salle ici. Il y en a beaucoup en ligne ce soir. Je sais qu'on parlait de plus de 50, 60 personnes ce soir qui nous regardent en ligne. Alors, je sais qu'il y a des gens de partout le Québec. J'ai entendu parler de cette île et tout ça. Donc, soyez les bienvenus parmi nous ici. La Toile des communicateurs, on est une toute petite association de bénévoles, tous professionnels en communication. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre fonctionnement et nos activités, je vous référerai surtout à notre site web, toile.coop. Je pense que l'adresse est ici et à mes côtés aussi. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn. On a même fait des expériences de Periscope tout à l'heure. On va peut-être l'essayer aussi un petit peu pendant la conférence. Alors suivez-nous là-dessus si ça vous tente. Si vous voulez suivre la conférence sur Twitter ou pourquoi pas la tweeter vous-même, vous êtes les bienvenus. Le mot-clé pour nos conférences des grands communicateurs, c'est GCOMMS, G-C-O-M-M-S, donc grand communicateur, G-C-O-M-M-S. Ne vous gênez pas pour rediffuser ce qui se dit ici. La conférence, on s'entend peut-être, elle devrait durer environ 45 minutes à 1 heure. Oui, j'avais oublié de préciser. Une période de questions à la fin. Attendez bien d'avoir le micro pour poser vos questions pour le bénéfice des gens qui sont en ligne et de l'enregistrement, bien entendu. Vous avez reçu un petit questionnaire d'évaluation, que ce soit en salle, vous pourrez le déposer à la sortie. En ligne aussi, on vous demandera votre avis à la fin de la conférence. Donc on aime ça, avoir vos commentaires. Ne vous gênez pas, ne soyez pas avares de commentaires. Pour terminer, avant de parler de la conférence de ce soir, je vais parler de la prochaine et la dernière de la saison d'ailleurs. Ce sera le 3 juin. Nous serons avec M. Pierre Arthur. M. Arthur est directeur principal de recherche et marketing au quotidien La Presse. Il nous parlera surtout de l'avènement de La Presse Plus, donc cette application qui peut-être redistribue les cartes un peu dans le domaine des médias. Alors, la conférence de ce soir, nous allons parler de porte-parole et surtout de leur crédibilité dans un monde de relations publiques. Notre conférencier de ce soir, il est conseiller en relations publiques au Parc olympique et je dois dire qu'on doit vraiment le remercier d'être là ce soir parmi nous, d'avoir tenu ses engagements. Quelqu'un de parole. Ce soir au stade, en ce moment, il y a plus de 60 000 personnes qui sont là pour encourager l'Impact dans la finale de soccer. Donc l'action est là-bas. Alors vraiment, c'est très, très apprécié d'être là ce soir avec nous. Merci beaucoup. Avant d'être au stade, il a quand même œuvré pendant plus de 10 ans dans le monde des communications, assez varié, très varié comme expérience. Ça a été comme recherchiste et rédacteur pour LCN. On l'a vu chez TQS comme chef de pupitre durant les fins de semaine, journaliste au quotidien 24 heures. En affaires publiques, il a été au CA Québec. Bref, beaucoup de domaines, activités, affaires publiques, journalistes, médias sociaux. Vraiment quelqu'un d'expérience qu'on est très content d'avoir avec nous ce soir. Alors, j'ai assez parlé, c'est à lui. Je vous prie d'accueillir notre grand communicateur de ce soir, M. Cédric Essimini. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci à tous. Rassurez-vous, les amateurs de soccer, le match n'est pas avant 20 heures. Donc, voilà un excellent moment à passer en votre compagnie avant le début du match. Donc, merci pour la présentation. Alors, je me présente. Mon nom est Cédric Essimini. Je travaille comme conseiller en relations publiques au Parc olympique. Au cours de la présentation, je vais vous montrer, d'après mon expérience, vous expliquer quelles sont les choses à travailler, les valeurs, les qualités à travailler pour se bâtir et maintenir également une crédibilité en relations publiques. Donc, sans plus tarder, on va commencer juste un petit tour à propos de moi pour vous expliquer mon passé. Je suis quelqu'un qui quand même assez jeune, 36 ans. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience terrain. Donc, j'ai commencé à l'UQAM, baccalauréat en communication, profil stratégie de production. Alors, à la question, avez-vous de l'expérience en baccalauréat en relations publiques? La réponse, c'est non. Donc, mon expérience, je l'ai pris vraiment sur le terrain. Donc, ça, c'est réglé. Nombreux emplois en télévision, production télévisuelle, tournage, relations de presse, rédaction.
J'ai toujours eu une philosophie, lorsque je rentrais dans un endroit, d'essayer de comprendre l'endroit, d'essayer de comprendre les fonctions que j'occupais et essayer de voir par la suite les possibilités. Ces possibilités-là ont fait que j'ai commencé simplement comme remplacement au service des communications, uniquement comme rédacteur. Et par la suite, de fil en aiguille, en montant les échelons, je suis passé du service des communications à la salle de nouvelles. Évidemment, comme tout le monde, j'ai commencé au bas de l'échelle, donc à la réception. Par la suite, recherchiste le soir, ensuite recherchiste le matin, ensuite recherchiste l'après-midi pour la défunte émission Le Grand Journal animée par M. Jean-Luc Mongrain. Toujours par la suite, bon, ceux qui s'en rappellent, TQS a été démantelé lorsque les patrons ont vendu la boîte qui est aujourd'hui V. Pour moi, ainsi que pour beaucoup de mes collègues, ça a été une occasion en or. Donc, des fois, pour certains, peut-être un changement ou une fermeture d'emploi peut ouvrir beaucoup d'opportunités. Ça a été le cas de mon côté. Donc, je suis rentré par la suite au journal 24 heures. J'ai continué de faire de la recherche pour différentes émissions, des émissions d'affaires publiques, des émissions de variété pour différents réseaux. Par la suite, je suis rentré à LCN, donc la chaîne d'information continue là, que tout le monde connaît. Puis, endroit où j'ai travaillé pendant environ 1 an. Là-bas, j'ai capitalisé sur mon expérience, donc recherchiste également, rédacteur, journaliste de salle. Et c'est vraiment ce passage-là qui m'a donné, la piqûre pour passer du côté sombre de la force, si vous me permettez l'expression, mais vraiment pour savoir quels sont les trucs et quels sont les besoins des gens des médias lorsqu'ils cherchent un bon porte-parole. Donc, moi, en 2010, à la lumière de ces besoins-là, lorsque je voyais que c'était moi qui bookais les gens, qui trouvais des spécialistes, qui trouvais les porte-paroles, qui les coachais pour leur dire, bon, ben voici, c'est une entrevue de tant de minutes, etc., tenez-vous-en sur le sujet, etc. Parce que bien des gens demandaient justement des guides, demandaient des manières de faire pour bien paraître devant une tribune publique. Donc, j'ai décidé d'appliquer les conseils que je donnais à moi-même. Alors, en 2010, migration vers les affaires publiques via l'OBNL CA Québec. Donc, CA Québec, pour ceux qui connaissent, là, un club automobile, organisme à but non lucratif, dont la maison mère est à Québec et ils ont un bureau satellite à Montréal. Mon poste au CA Québec consistait à représenter l'organisation au sein de différents médias. Et étant donné la concentration des médias étant à Montréal plutôt qu'à Québec, ils avaient besoin vraiment d'un porte-parole. Et c'est le poste que j'ai occupé pendant une durée de 3 ans. Et depuis juin 2014, je suis conseiller en relations publiques au sein du Parc olympique, donc le stade. Pour ceux qui connaissent le Parc olympique, là, vous savez que c'est un dossier qui est assez riche en histoire, qui est assez chaud parfois, qui est polarisant. Donc, un très beau défi pour le domaine des affaires publiques. Pardon. Donc, un porte-parole. Juste avant de commencer sur la partie crédibilité, je veux juste mettre 2-3 notions au clair. Donc, le métier de porte-parole, il n'y a pas de métier de porte-parole proprement dit. Un porte-parole, c'est une des fonctions d'un conseiller en communication ou relations publiques. Bon, dans certains cas, il va y avoir un agent de communication qui va servir de relais. Dans d'autres cas, il va y avoir un directeur des communications. Mais ce que je veux juste mentionner, c'est parmi toutes les fonctions qu'il y a, le porte-parole d'une organisation représente entre 10 et 35 % dans le meilleur des cas d'un poste, d'une fonction occupée. Et cette fonction-là, c'est la fonction de conseiller en communication ou en relations publiques. Certains porte-paroles vont être seulement conseillers, d'autres vont être directeurs, d'autres vont être vice-présidents, d'autres vont être présidents. Mais il n'y a pas de métier en tant que tel de porte-parole. En gros, un conseiller en relations publiques, la majorité des porte-paroles que vous allez voir en affaires publiques vont occuper
également les fonctions qu'il y a. Ça reste général parce que ça dépend tout le temps des organisations. Donc, oui, les porte-parole de l'organisation, on parle de 10 à 35 de son emploi du temps qui est vraiment pour s'adresser aux tribunes, donner des entrevues, répondre aux questions des journalistes. Le reste, c'est le 80 qui fait son métier. Donc, on parle point de chute auprès des médias, c'est lui qui reçoit les téléphones, c'est lui qui fait les téléphones, c'est lui qui entretient ses relations. Planification stratégique aussi. La partie porte-parole, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Donc, comment est-ce qu'on planifie stratégiquement un plan de communication, peu importe qu'on soit proactif, qu'on veuille faire la promotion d'un message ou qu'on soit en mode réactif, qu'on doive répondre à des questions. Mise sur pied, élaboration des plans de relations publiques. Ça va avec la planification stratégique. Souvent, on va lui demander de conseiller la direction ou la haute direction sur différents enjeux. Enjeux communicationnels, enjeux de relations publiques. Qu'est-ce que le conseiller, quels sont ses conseils, quelle est sa stratégie par rapport à telle situation qui a cours dans l'actualité. Ensuite, il y a un travail de chien de garde, comme j'appelle, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de faire rayonner et protéger une organisation ou, dans le pire des cas, améliorer sa réputation, ce qui n'est pas une mince tâche, mais c'est vraiment par un travail assidu et répétitif qu'on y arrive. Ensuite, dans certains cas, il va également s'occuper de communication interne et de communication interne. Certaines organisations, par exemple, ont des employés qui sont permanents, mais ont des employés qui sont affiliés. Donc, il va avoir également un rôle de porte-parole auprès des gens à l'interne. Représentation auprès des partenaires, souvent qu'il y ait une conférence, une réunion, un salon, un dîner, un conseil. Donc, lui représente également l'organisation au niveau des partenaires, au niveau des locataires, tout dépendant. Donc, c'est vraiment varié. Et rédaction et diffusion des lignes de presse. Souvent, ce sont des choses qu'ils doivent faire et c'est souvent, moi, ce que je conseille, il faut que ce soit idéalement le porte-parole qui rédige ces lignes, ces communiqués, puisque c'est lui qui va porter le message. Donc, le fait de se les mettre en bouche, d'avoir le raisonnement, d'avoir fait la synthèse, va l'aider à bien livrer le message, ce qui va augmenter sa crédibilité. Dernier point, de loin le plus important, puis j'y arrive, le terme de journaliste à l'interne. Je vais vous l'expliquer pourquoi je dis journaliste à l'interne, mais gardez ça en tête, mettez ça dans un petit coin de votre tête parce que c'est une des fonctions les plus importantes et ça sera toujours la fonction qui n'est pas marquée dans la description de tâche du poste. Donc, pour bien mettre la table et vraiment bien nommer les choses, je voulais simplement qu'on s'entende sur le terme de crédibilité. Donc, et je cite Albert Camus là, pour la version érudite de mon exposé. Donc, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Je trouve que M. Camus, il va un peu, il ne va pas de main morte, mais bon. Donc, juste qu'on s'entende sur le terme crédibilité pour partir avec les mêmes définitions. Caractère, qualité, rendant quelque chose susceptible d'être cru, digne de confiance, fiable, dont on ne questionne pas la provenance ou la véracité. Et le nerf de la guerre, il est là. C'est-à-dire que quand un porte-parole crédible, lorsqu'on va lui demander de prendre position sur un sujet, que ce soit un sujet qui concerne une position de l'organisation ou que ce soit lors d'un débat d'idées, plus le porte-parole est crédible, moins ces affirmations vont être mises en doute et plus le message va être correctement véhiculé, correctement contrôlé. Donc, toute la crédibilité se retrouve là. La personne qui est devant nous, qui s'adresse à nous, a suffisamment d'honnêteté, suffisamment d'expérience, suffisamment de connaissances pour être en mesure que ce qu'elle dit ne soit pas contre-interrogé ou ne soit pas challengé. Comme l'expression « oui, mais ils l'ont dit dans le journal ». Donc, c'est comme si c'était l'argument final qui faisait que ce qui est dit est la vérité.
Ensuite, deux notions dans le titre de porte-parole, et puis ça peut sembler simple au départ, mais je veux juste tirer les choses au clair. Donc, porte-parole, il y a une notion de porteur. Donc, il y a une notion de messager, il y a une notion de représentant. Il y a une personne qui porte sur ses épaules l'image d'une organisation, quelle qu'elle soit, dans les yeux du public. Ce que le porteur fait, l'organisation doit l'assumer et vice-versa. Ce que l'organisation fait, le porte-parole doit l'assumer également. Une petite anecdote, j'avais une collègue qui travaillait pour un hôpital et qui était en entrevue concernant une question sur... Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et cette personne-là a dit une affirmation et pendant l'entrevue, le service des communications de l'hôpital a sorti un communiqué dans lequel il disait quelque chose de différent de ce que la porte-parole disait. Donc, imaginez le visage de la personne qui, en pleine entrevue, se fait dire « Oui, mais madame, votre organisation vient de dire le contraire. » Donc, point de vue crédibilité, ça peut être assez... ça peut faire mal. Ensuite, notion de message, parole. Donc, un message clair, limpide, authentique, honnête. J'insiste sur l'honnêteté, sûrement la variable la plus importante qui va revenir quand on parle de crédibilité. Empathique, rigoureux, donc les faits, rigueur, pour paraphraser, et également répétitif. Pourquoi répétitif? Parce qu'un porte-parole dit tout le temps la même chose. Il va être demandé que ce soit une entrevue, que ce soit 20 entrevues dans sa journée. Les sujets vont être récurrents, les prises de position vont être récurrentes et une organisation, à moins d'un grand ménage, en général, lorsqu'elle a une position, elle y tient pour un certain nombre de temps, à moins que des nouvelles données viennent changer la chose. Donc, la notion répétitive est très importante, c'est-à-dire qu'on martèle le même message. La seule chose qui change, c'est la tribune et à qui on s'adresse. Donc, la crédibilité dans le domaine des relations publiques, c'est... Je vous l'ai résumé en 10 volets d'après mon expérience. Donc, dans un premier temps, c'est des connaissances et des prises de position à maîtriser et assumer. Maîtriser, c'est-à-dire connaître sur le bout des doigts. Je vais juste les énumérer, après on va les passer diapo par diapo. Une réputation à bâtir, une expérience tangible, un lien de confiance à créer, avec les auditeurs et avec les gens des médias, donc avec le récepteur et également avec le messager, parce que c'est le messager qui va décider s'il utilise le porte-parole ou non. On y reviendra. Une assiduité et une longévité, une honnêteté, toujours très important, savoir jouer selon les règles et les codes, une image de soi-même en ligne avec les propos avancés, donc ce que j'appelle une fiabilité à maintenir, un engagement continu et être toujours prêt, donc la partie gestion de crise. Ça va jusqu'ici? Alors, des connaissances et des prises de position à maîtriser et assumer. Donc, je reviens sur le travail de journaliste à l'interne. Donc, je vous donne une petite situation. Vous venez d'arriver, vous avez un poste de conseiller en communication pour une organisation qui a des intérêts dans les affaires publiques. Qu'est-ce que vous faites jour 1? Vous êtes arrivé, là, ils vous ont présenté tout le monde. Bon, voici, la cantine est là, la salle de bain est là, etc. Vas-y, qu'est-ce que vous faites? Là commence le travail de journaliste à l'interne. Jour 1, vous lisez. Vous lisez tout ce sur quoi vous tombez concernant l'entreprise. Donc, que ce soit les rapports annuels, que ce soit les mémoires, que ce soit les biographies de vos administrateurs, que ce soit les biographies, l'expérience, les comptes LinkedIn de vos présidents, vice-présidents, directeurs, tout ce qui s'est passé dans l'actualité au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années, vous faites un travail de recherche qui vous permettra de connaître l'entreprise sur le bout de vos doigts. Vous devez savoir quels sont les enjeux pour lesquels l'organisation a été
interpellé au cours des dernières années. Vous devez savoir qui était la personne avant, qui est votre vice-président, qui est votre président, qui était la personne qui était là avant lui. Donc, il y a tout un travail à faire en amont pour bien connaître l'entreprise, l'organisation. Ce qui fait que lorsqu'un journaliste appelle, le téléphone sonne, avec le bagage que vous avez, bien souvent, vous allez être en mesure de répondre à la question automatiquement, sans aller continuer le travail de journaliste à l'interne. Donc, le journaliste appelle. Oui, bonjour, j'aimerais savoir quelle est votre position sur tel événement qui a cours dans l'actualité, aujourd'hui, ce matin. Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, vous pouvez lui répondre. Si vous ne le savez pas, donc, monsieur le journaliste, je vous rappelle, quelles sont les informations que vous avez? Qu'est-ce que dans l'organisation, est-ce que l'organisation d'un a une position sur la question demandée? Est-ce que cette position-là est en accord ou en désaccord avec la question du journaliste? Donc, à partir du moment où on a identifié les points litigieux et sensibles, là, à ce moment-là, ce qu'on doit voir, c'est rechercher les réponses. Quelle réponse est-ce que je veux donner? Est-ce que cette réponse, dans un premier temps, est-ce qu'il y en a une réponse? Est-ce que l'organisation s'est déjà positionnée sur la question? Et c'est là que tout votre travail de lecture, les rapports annuels, les mémoires, en fait, c'est ça, ce sont des documents qui sont des prises de position de l'organisation. Donc, bien souvent, vous savez, les questions se répètent, l'actualité se répète. Souvent, une question qui est posée en 2015 l'a probablement été en 2013, en 2010 et en 1998. Donc, on peut également voir l'évolution de la position. Donc, y a-t-il une réponse? Qui a la réponse maintenant? Parce qu'une organisation de 20 personnes, c'est très facile de savoir qui a la réponse. Mais quand on parle d'une organisation d'un millier de personnes, est-ce que la question concerne les ressources humaines? Est-ce que la question concerne les travailleurs? Est-ce que la question concerne la sécurité? Est-ce que la question concerne les méthodes? Est-ce que la question concerne le passé d'un employé? L'octroi de contrat. Donc, à qui vous devez vous adresser à l'intérieur de l'organisation pour avoir la réponse? Encore là, travail de journaliste à l'interne. Qui a la réponse? Qui est votre ami? Qui ne peut pas vous sentir? Donc, idéalement, tout le travail que le journaliste aimerait faire, c'est vous qui le faites, tout en étant la partie prenante de l'organisation. Ensuite, quelle est la réponse? Mise en situation. Vous avez une question là, très, très technique, là, puis je vais prendre l'exemple du CAA parce que c'est l'endroit où j'ai fait le plus d'entrevues et c'est l'endroit où j'ai dû faire le plus. J'ai travaillé plus longtemps également. Donc, je vais souvent faire des parallèles avec ça. Admettons une question très technique sur, par exemple, une question mécanique. La personne qui a la réponse, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas mécanicien. La personne qui m'appelle est un journaliste automobile de 15 ans d'expérience. Donc, l'information que je dois lui donner doit être rigoureuse et juste. La personne chez moi qui a l'information, qui a 20, 30 ans d'expérience en mécanique, n'a pas nécessairement, parce que ce n'est pas son métier, n'a pas nécessairement la finesse et la sensibilité de savoir quels sont les éléments de réponse que le journaliste veut avoir. Donc, le travail ici est vraiment un travail qui doit être fait du côté du porte-parole pour que lui identifie c'est quoi les éléments et également les peaufine et les formate pour les livrer aux journalistes. Est-ce que cette réponse-là reflète la position de l'organisation? Peut-être que l'organisation n'a pas intérêt à faire sortir cette position-là ou à faire vérifier ce fait-là parce qu'il va à l'encontre d'un volet ou d'une loi qu'il s'apprête à passer ou qu'il aimerait voir. Donc, tous ces éléments-là reposent sur les épaules du porte-parole et c'est lui qui va devoir prendre ses décisions quand même assez rapidement pour être en mesure de fournir une réponse juste et crédible qui plaise autant à l'organisation qu'aux journalistes. Et c'est cette chimie-là,
C'est cet équilibre-là qui va permettre d'améliorer et de bâtir sa crédibilité, autant au niveau du journaliste qui va voir qu'il y a une réponse adéquate, qu'il y a une réponse honnête, qu'il y a une réponse factuelle, autant au niveau de l'organisation qui va se sentir, elle, de son côté, entre bonnes mains en la personne du porte-parole. Donc, reflète-t-elle la position de l'organisation? Si oui, donc, on synthétise la réponse et on la diffuse. Sinon, alors à ce moment-là, il y a une prise de décision à faire. Est-ce qu'on décline l'entrevue ou on n'a tout simplement pas de commentaire? Parce que ne pas commenter, c'est également communiquer. Donc, un bon porte-parole doit également savoir à quel moment est-ce qu'il est judicieux de commenter et à quel moment est-ce qu'on décline pour le moment, on ne veut pas parler sur la question. Alors, une réputation à bâtir. L'habitude aide à créer la certitude. Ça, c'est l'œuf ou la poule. Hein. Un porte-parole récurrent commentant à maintes reprises sur les mêmes sujets, sur plusieurs réseaux et plateformes, sera toujours en bonne position pour bâtir et consolider sa réputation. Donc, parce qu'il est vu partout, il sera appelé partout. Et parce qu'il est appelé partout, il sera vu partout. Petite anecdote ici, je me suis mis une note. Les recherchistes au petit matin, lorsque j'étais recherchiste dans les différentes salles de nouvelles ou journaliste, il faut comprendre comment ça fonctionne le matin. Qu'est-ce qui fait qu'on va appeler un porte-parole? Qu'est-ce qui fait qu'on va appeler un tel sur telle question? Donc, tout bon recherchiste, tout bon journaliste, tout bon lecteur de nouvelles, toute bonne personne qui travaille dans les médias, lorsqu'il se lève le matin, quelle est la première chose qu'il fait? Donc, il allume la radio, il allume son ordi, il écoute la télé et il prend tous les journaux qui lui sont offerts, que ce soit les journaux gratuits, les journaux payants, il est abonné et il regarde tout ce qui est dit. Quelles sont les nouvelles de la journée? Donc, dans les nouvelles de la journée, lui, il va voir. Un intervenant est appelé pour tel événement, pour commenter tel fait de l'actualité. Donc, il y a ce qu'on appelle un effet de locomotive. Un intervenant qui est là dans un sujet chaud de la journée le matin, à 90 % va être appelé pour être là sur l'heure du midi. S'il est appelé sur l'heure du midi, il va commenter dans les tribunes de l'après-midi. Et s'il va commenter les tribunes de l'après-midi, il va commenter les tribunes du soir. Et donc, vous avez tout l'effet locomotive qui arrive que si un porte-parole se positionne dans une histoire, que ce soit du réactif ou du proactif. Par exemple, il y a certains événements, je reviens encore sur le CA, il y avait certains moments dans l'année où il y avait des documents qu'on sortait de notre propre initiative, des bilans, des études, etc., des prises de position. On n'attendait pas tout le temps que l'actualité nous appelle. Donc, à ce moment-là, il y a un travail proactif à faire. Donc, le conseiller en communication en relations publiques, après avoir rédigé son communiqué, après avoir rédigé ses lignes de presse, il prend le téléphone, commence à appeler. J'ai telle histoire. Voici comment je te la diffuse. Voici ce que je te propose. J'ai un pitch à te faire. Tu as 2, 3, 4 minutes pour me le faire. Donc, OK, oui, ça nous intéresse. Parfait, viens demain matin, 6h30 à tel endroit. Parfait. Si on est bien préparé, donc à ce moment-là, on va arriver et l'entrevue va bien se passer. Pendant que nous, on est en entrevue à 7h30 du matin, que font les autres employés de salle de nouvelles? Bien, ils sont en train de se lever, ils sont en train de prendre leur café, déjeuner, préparer les petits à l'école, etc. Et ils entendent. Et ils font « As-tu entendu le gars à la radio, à la télé, commenter sur ça? Oui, il est bon, il me le faut. » Et à partir de là, cette personne-là, son nom va circuler et de là à là, de par sa disponibilité également et de par sa manière de faire, il va être appelé de plus en plus et c'est là que c'est l'œuf ou la poule. Et ça commence à être une roue. Vous avez sûrement déjà remarqué, il y a des porte-paroles récurrents. Ah oui, lui, c'est tout le temps lui qu'on voit par rapport à tel sujet. Comment ça, il est tout le temps là? Il me semble que ça fait... J'en ai des exemples. Peut-être vous ne les connaissez pas, ils ne vous viennent pas à l'esprit, mais quand vous allez les voir, également peut-être les gens plus vieux, vous allez voir, oui, c'est vrai, il était tout le temps appelé, etc.
Donc, c'est la même gymnastique qui opère, qui fait que pour le messager, le journaliste, cette personne-là est un gage de crédibilité. Autre élément, que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir, mais je tenais à le mentionner. Lorsque j'étais à TQS, j'avais rencontré ce monsieur, Dr Jacques Besson, qui est porte-parole de l'Association des victimes d'infections nosocomiales. Vous allez voir où je vais en venir. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? C'est très simple, là, je ne vais pas faire un cours de médecine, mais en fait, c'est une maladie qu'on attrape à la suite d'une opération dans un hôpital. Donc, lorsqu'on a été opéré, notre système immunitaire est faible, étant donné qu'il y a des microbes, vu qu'on est dans un hôpital. Certaines personnes attrapent des maladies. Donc, cette personne-là, qui était porte-parole de l'association, est un médecin français qui émigre au Québec dans les années 70. Donc, c'est un médecin. Il connaît la médecine, c'est un docteur. À la suite d'une opération, il attrape une infection nosocomiale au Québec. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fonde l'Advine et en devient le porte-parole. Difficile de mettre en doute la crédibilité d'un homme qui a toutes les connaissances, l'expérience et qui est une personne qui est principalement touchée par la situation qu'il défend. Donc, point de vue crédibilité, là, on peut difficilement faire mieux que M. Besson. Aujourd'hui, M. Besson, je crois, c'est sa fille qui s'occupe de l'association. C'est un cas extrême. Mais je voulais simplement vous le montrer parce que, bon, ce n'est pas tout le monde non plus qui veut ou qui va être porte-parole, qui a envie d'être autant, si on veut, impliqué dans son sujet. Mais je voulais simplement vous le montrer. C'était un monsieur qui était souvent appelé lorsqu'on parlait beaucoup de questions de coupures dans les hôpitaux, de salubrité dans les hôpitaux, donc toute la question des vêtements, toute la question des infirmières, etc. C'était quelqu'un qui était souvent appelé à commenter. Donc, de cette manière-là, de par son statut, il a été en mesure de vraiment se bâtir une crédibilité. Un lien de confiance à créer. Constance et qualité, vraiment deux notions qui sont très importantes. Un bon porte-parole devient un point de repère pour les auditeurs, mais également pour les médias. Ça revient un peu à ce que je vous disais à l'effet locomoteur. Un bon porte-parole va toujours être appelé à chaque fois parce qu'il fait, excusez-moi l'expression, mais un bon show. C'est-à-dire que lorsque l'invité qui est là pour une émission d'affaires publiques, c'est un invité qui connaît ses histoires, qui connaît ses faits, qui connaît ses statistiques, qui connaît l'histoire de l'organisation, qui connaît la prise de position qu'il a à faire et également qui se présente bien. Donc, le contenu, certes, est important, mais ô combien le contenant est également important. Donc, une belle présentation, une apparence soignée. Je ne vous dis pas d'être beau David Beckham, là. On n'est pas du tout là. C'est le simple fait d'avoir quelqu'un qui, même s'il est très ferré dans son domaine, s'il arrive dans une entrevue, que ce soit à la radio, imaginez quelqu'un à la radio qui a un mauvais français. Donc, la seule chose qui fait qu'on aime écouter quelqu'un à la radio, on aime qu'il ait un français acceptable et même un petit peu plus haut niveau que d'habitude. Donc, imaginez quelqu'un qui est très, très ferré dans son domaine, mais qui n'a pas un bon français. Donc, ça va miner sa crédibilité. Même si c'est la sommité, c'est des choses auxquelles il faut tenir compte. Même chose si vous avez une entrevue pour un journal du soir, le présentateur est très bien habillé, il est en chemise, cravate, et vous arrivez, bien, vous avez un T-shirt un peu ouvert, pas rasé, etc., les cheveux en bataille. Votre message va bien moins passer au niveau des auditeurs parce que les auditeurs, la personne, on le sait, elle n'écoute pas elle écoute beaucoup avec les yeux. Donc, si elle voit une personne qui paraît bien, qui se tient bien, qui a une belle prestance, une belle posture, ça va aider à la crédibilité du porte-parole et ça va surtout aider à faire passer le message de l'organisation. Parce que l'honneur de la guerre, c'est vraiment ça. On parle de faire passer un message.
Une assiduité et une longévité. Monsieur, peut-être vous ne le connaissez pas, peut-être l'avez-vous déjà vu, peut-être vous l'avez déjà croisé dans certaines émissions d'affaires publiques. Charles Tanguay, Office de la protection du consommateur. Moi, quand j'ai commencé comme recherchiste, M. Tanguay était porte-parole de l'Union des consommateurs. Il a été là pendant plus de 10 ans et aujourd'hui, il est à l'Office de protection du consommateur et il occupe un poste de conseiller en communication, direction des communications également à l'Office de protection du consommateur. Donc, vous avez quelqu'un qui occupe le même poste depuis au moins 15 ans, qui a toujours été assidu, qui a toujours été quelqu'un qui a donné la marchandise, qui a toujours été disponible pour les médias, qui connaît également les codes, qui connaît également les règles. Donc, ici, cette réputation-là a pris un certain temps, mais maintenant, lorsque cette personne-là est en avant de l'écran ou est à la radio ou est citée dans le journal, à ce moment-là, même pour les journalistes sont contents d'avoir quelqu'un comme ça parce qu'ils savent que cette personne-là connaît les délais, connaît la forme, le format, la formule, et pour eux, ça devient une personne clé qu'ils appellent pour commenter un événement. Parce que faut aussi bien comprendre l'information, de la manière qu'elle fonctionne. Vous remarquerez, il y a une situation qui arrive X, donc que ce soit une décision gouvernementale, que ce soit un budget, que ce soit un fait divers. Quel est le travail des journalistes par rapport à ça? Ils prennent le fait d'actualité et par la suite cherchent des gens qui vont commenter ce fait-là. Donc, et puis, ça se décline pour pas mal toutes les nouvelles qu'on voit. Donc, je vous donne un exemple. Un cycliste est tapé en pleine heure de pointe, dans le centre-ville. Donc, il y a la nouvelle en tant que telle, qui est le cycliste qui est blessé. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, de quoi est-ce qu'on peut parler à personne? On peut parler de la sécurité des cyclistes. On peut parler de l'urbanisme entourant l'endroit. On peut parler de la gestion des travaux. Est-ce qu'il y avait un nid de poule? Est-ce que cette personne-là avait un casque? Là, on peut aller avec toute la notion de sécurité routière. On peut y aller. Qui a commis l'accident, mis à part le cycliste? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaillait? Est-ce que c'est un col bleu? Donc, on peut parler par la suite du temps de travail des cols bleus. Est-ce que cette personne-là était, par exemple, en temps supplémentaire? Donc, on peut parler des lourdes charges de travail. Donc, vous voyez un peu où je peux en venir. Un événement va éclater vers plusieurs bulles. Et ces bulles-là nécessitent des gens qui vont prendre position sur le fait, s'ils désirent prendre position, et par la suite vont, par exemple, commenter la situation. Même chose, dépôt d'un budget. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fil de presse. Vous avez un fil de presse, le fil de presse CNW, qui est le fil de presse officiel de toutes les organisations du gouvernement. Le fil de presse sort, le budget. Voici le budget. 2 minutes après, les réactions. Telle union, telle organisation, l'opposition. On sort sur le budget. Voici notre position sur le budget. Donc, les porte-paroles, par la suite, bénéficient des faits d'actualité. Un bon porte-parole va bénéficier des faits d'actualité pour essayer de pousser les positions de son organisation pour la mettre en valeur. Et pour que le porte-parole soit appelé, il faut, oui, qu'il y ait cette crédibilité-là, mais d'arriver avec une assiduité, une longévité, d'avoir une expérience crédible, va contribuer à faire que le journaliste, les gens des médias, les recherchistes vont dire « Oui, appelle-le, celui-là, il est bon ». Donc, un porte-parole crédible va avoir son numéro de téléphone dans à peu près tous les carnets des recherchistes journalistes de la province. Parce que ces gens-là se parlent, tout le monde se parle en fait. Donc, autant, et vous savez, de par la concentration des médias, Journal 24 heures devient QMI, devient TVA Nouvelles, devient Journal de Montréal. Donc, cette même personne-là va être appelée par tous ces organes de presse-là, ce qui va également augmenter sa crédibilité. Une honnêteté.
de loin la principale qualité à avoir lorsqu'on est porte-parole. Puis une honnêteté, c'est d'avoir une honnêteté quand on a raison, d'avoir une honnêteté quand on n'a pas raison, de l'admettre qu'on n'a pas raison et d'avoir une honnêteté également quand on n'a pas la réponse. La dernière chose qu'un porte-parole veut, qui détruirait sa crédibilité, détruirait sa réputation, c'est de dire quelque chose qui n'est pas fondé, dire un fait qu'il ne peut pas avancer sans avoir les sources et l'information. Et s'il le fait et qu'il se fait prendre parce que, bon, les choses ont changé, pas parce que ça vient de lui, mais parce que c'est une erreur, parce que l'erreur est humaine, d'être capable de reconnaître ses torts rapidement et de le dire. L'erreur est humaine, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Parfois, des positions de l'organisation sont plus difficiles à défendre que d'autres. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours rose. Des fois, l'organisation a une prise de position qui ne fait pas nécessairement l'affaire du grand public, mais un porte-parole crédible, un porte-parole solide va être capable, contre vents et marées, de dire que, ben oui, voici pourquoi notre organisation défend cette position-là. Donc, quoi faire lorsque cela arrive? Rester sur ces messages clés dans un premier temps. Donc, on se rabat sur les messages clés. C'est vraiment la béquille que vous aurez, c'est vos messages clés. Faire preuve d'honnêteté, admettre les failles et bien expliquer la position de l'organisation. J'ai mis en exergue une petite entrevue que j'ai faite à Mario Dumont il y a de cela quelques années. Lorsqu'on m'a appelé, on m'a dit on aimerait te parler de tel sujet. Donc, les nids de poules pour ne pas le nommer. Parfait, pas de problème avec ça. Quand je suis arrivé, ils avaient une surprise pour moi. Donc, puis c'était pas non plus quelque chose de très, très litigieux, mais quand on dit qu'il faut vraiment être préparé, qu'il faut vraiment connaître les positions de l'organisation partout, c'est qu'il faut... Le lapin qui sort du sac fait partie du quotidien d'un porte-parole. Un journaliste peut dire « Je veux te parler sur tel événement », mais à la fin, et toute l'entrevue va durer sur l'élément en question, et à la fin, il va vous poser une question auquel vous n'avez pas la réponse, et c'est sur ça qu'il va s'attarder, et c'est ça que les gens vont se rappeler. D'où l'importance d'être préparé. Il y a une petite intro, là, je ne vous le ferai pas écouter au complet. Et on reste dans le beau grand monde des routes et de l'automobile. Je vous amène sur un site Internet qui est le site Internet d'Hydro-Québec par lequel vous pouvez voir, si vous avez une auto électrique, vous pouvez voir les bornes de rechargement. Les bornes qui sont en vert, si elles sont en vert, c'est pour vous indiquer cette borne-là, elle est disponible. Il n'y a personne qui est en train de l'utiliser. Je vous l'ai montré juste pour vous montrer qu'à là où on se parle, je pense qu'il y en a une cachée en arrière qui est jaune, qui a l'air d'être occupée. Mais sinon, toutes les bornes sont vertes. L'étude fait l'espèce de bilan de la première année des bornes électriques d'Hydro de recharge des véhicules. Le bilan de la première année démontre qu'il y a au Québec entre 150 et 200 bornes. Il y a eu au total 2000 chargements. Alors, si vous faites le calcul, ça fait un chargement. Donc, une personne qui a rechargé par borne par mois. Vous avez bien entendu. Un rechargement par borne, donc chaque borne qui est installée, un rechargement pas par jour, pas par semaine, par mois. On va discuter de tout ça avec le porte-parole de CA Québec, Cédric Essimini, que je rejoins. Cédric, est-ce qu'on a mis ça en place pour rien? Non, on n'a pas mis ça en place pour rien. Il faut mettre ça en place parce que si on veut faire le tournant, si on veut se diriger vers les véhicules électriques, si on veut s'affranchir du pétrole, il est essentiel d'avoir un réseau de bornes comme ça qui va servir de support aux propriétaires de véhicules électriques. Mais pour la première année, l'utilisation, elle est faible, mais presque ridicule. Une borne sert une fois par mois. Elle est faible, mais il faut aussi comprendre que les propriétaires de véhicules électriques vont avoir, et ceux qui sont déjà propriétaires, ont déjà des systèmes de recharge à la maison. Et il ne faut pas se leurrer, c'est l'endroit où va être également où vont être chargés les véhicules. C'est-à-dire que la personne va arriver, le soir, elle va rentrer chez elle, elle va brancher son véhicule, elle va aller se coucher. Le lendemain,
débranche son véhicule et part. Il vient là pour vraiment supporter les propriétaires qui, par exemple, vont avoir une course à faire et vont regarder, bon, j'ai une autonomie de 20-30 km, donc j'ai des courses à faire à tel endroit, il y a plusieurs partenaires, je branche mon véhicule, il vient là en tant que support. Mais si on veut aller là, il faut avoir un réseau comme ça. Au niveau des coûts, là, on dit le système, l'implantation de ces Bon. bornes. Donc, je ne vous le fais pas au complet, mais vous avez vu un peu bafouiller au début, là. J'ai été un petit peu pris de court parce que, puis vous le voyez en arrière, l'entrevue au départ, c'était pour les nids de poules. Mais ils m'ont réservé une petite surprise. J'étais préparé, mais le fait d'être pris un peu au dépourvu dans une position, expliquer une position qui n'est pas très populaire, parce que quand on regarde ça, cold straight facts, on voit que effectivement l'utilisation, dans ce cas-ci, des bornes était presque inexistante, mais l'organisation, elle, était partenaire là-dedans. Pas pour une utilisation rapide, mais pour voir le long terme. Donc, toujours la question d'être honnête et de dire, bien, regardez, oui, c'est peut-être pas quelque chose qui présentement fonctionne dans ce cas-ci, mais sur du long terme, ça peut fonctionner. Donc, toute la partie d'honnêteté, c'est d'admettre quand la personne arrive avec des arguments implacables, mais de rester quand même appuyé sur les messages qu'on a, parce que ce n'est pas Cédric Essimini là, qui parle. C'est un porte-parole d'une organisation qui représente 1 million et quelques d'automobilistes. Donc, après chacune des entrevues de la sorte que je donnais, je recevais un courriel. Oui, etc., vous ne devriez pas, etc., etc. Donc, la personne qui vient nous parler, qui est membre depuis des fois une dizaine d'années, ou dans le cas du Parc olympique, je veux dire, le Parc olympique est un organisme public, donc qui appartient à l'ensemble des Québécois. Donc, cette personne-là a le droit de venir nous parler, de venir nous dire son opinion. Donc, il faut rester en contact avec ces choses-là. Autant savoir que l'organisation a une prise de position qui ne va pas faire l'affaire de tout le monde, qui va faire l'affaire d'un certain nombre de personnes, mais en même temps, il faut la tenir. Autre exemple, lorsque, particulièrement au CA, certaines prises de position étaient faites par rapport à un questionnement qu'on faisait à certains membres. Maintenant, sur 1 million de membres, on ne va pas interviewer 1 million de membres. On prenait un échantillonnage. De cet échantillonnage sortait un pourcentage. Et lorsqu'il y avait un pourcentage qui était favorable, un pourcentage assez distinct, bien, ça disait, OK, donc, un pourcentage de nos membres, donc selon un échantillonnage probabiliste. Mais la personne qui appelle, qui n'a jamais reçu le sondage, qui n'est pas au courant puis qui est contre, c'est sûr que cette personne-là va être contre les idées que l'organisation va véhiculer. Mais c'est important de justement bien connaître pour dire, voici ce qu'on a fait, monsieur, pour justifier notre prise de position. Donc, vraiment, la préparation et la connaissance de l'organisation sont vraiment importantes pour bâtir une crédibilité. Savoir jouer selon les règles et les codes. Quelle est votre tribune? Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à une question qui va à un reportage qui va se retrouver sur les médias sociaux, qu'un article dans Le Devoir, qu'une entrevue à Choix, qu'une entrevue à Radio-Canada. Il faut que vous connaissiez votre tribune. Bâtir une crédibilité, c'est également savoir à qui on s'adresse. Et cette personne-là, quelles sont ses forces? Quelle est la force de la tribune à laquelle vous vous adressez? Quels sont ses inconvénients? Est-ce que cette tribune-là a un parti pris? Est-ce que ce parti pris-là est à votre avantage ou est contre votre avantage? Qui vous interroge? Est-ce que la personne est vraiment une personne qui est complètement objective? Est-ce que c'est un journaliste qui a 6 mois d'expérience? Est-ce que c'est Infoman? Est-ce que c'est le
Pierre Bruno à 18 h? Est-ce que c'est un animateur qui est reconnu comme étant flamboyant? Est-ce qu'il connaît son sujet? Est-ce que vous partez de rien du tout ou la personne, vous le savez par le passé, qu'elle s'est souvent positionnée, qu'elle a, par exemple, un parti pris, que ce soit sur une borne, par exemple, ou par rapport au Parc olympique? Est-ce que cette personne-là a déjà dit des commentaires? Est-ce que c'est un chroniqueur à qui vous parlez ou c'est vraiment un journaliste? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait une émission d'affaires publiques ou c'est vraiment un petit reportage de 3 minutes? Donc, connaître quelle est votre tribune, le temps que vous avez, le support sur lequel le porte-parole va être écouté, sont des choses qui sont primordiales pour bien véhiculer le message. Je vous donne une autre entrevue que j'ai faite, toujours du CA. C'est les seules que j'ai été capable d'aller chercher puis d'installer dans mon PowerPoint. Ici, souvent, le problème avec des sujets qui, des fois, peuvent être arides, le porte-parole, pour bien faire passer son message, ne doit pas prendre pour acquis que la personne à qui il s'adresse connaît aussi bien le sujet que lui-même. Souvent, les erreurs de fait, les erreurs factuelles, les erreurs qui vont être rapportées dans le journal proviennent de la personne qui ne comprend pas nécessairement toutes les subtilités du message. Un porte-parole qui est là depuis 5, 6, 7 ans, si on lui parle d'une loi XY et que ça fait, lui, 4 ans qu'il connaît cette loi-là, qu'il la travaille, pour lui, il va y avoir des facilités, il va y avoir des évidences. Mais il faut qu'il comprenne que la personne qui l'interroge n'a pas ces connaissances-là. Donc, pour bien véhiculer son message, il y a vraiment un travail à faire qu'il faut mettre en contexte la situation. CAA Québec demande à l'industrie pétrolière de revenir à la raison en ce qui concerne les prix de l'essence. Au terme de son analyse des prix pour les 6 premiers mois de l'année, l'organisme constate que l'industrie tire un profit de plus en plus élevé pour chaque litre d'essence vendu. La marge prélevée au détail a ainsi bondi de 18 % en moyenne pour le Québec par rapport à la même période en 2012. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, l'augmentation atteint 42 %, soit un écart moyen de près de 3 cents le litre. Revenons donc sur le bilan mi-annuel de CAA Québec avec le porte-parole de l'organisme, Cédric Essimini. Bonsoir, M. Essimini. Bonsoir. Comment avez-vous effectué votre calcul? En fait, c'est très simple. On a pris le prix minimum estimé qui est fixé par la Régie à chaque semaine, donc de manière hebdomadaire, et on l'a comparé au prix moyen d'une semaine, ce qui devient un très bon indicateur d'une marge au détail type. On a pris cette photo-là pour l'année 2012 et on a pris exactement la même photo avec les mêmes chiffres pour les 6 premiers mois de l'année 2013. Et on a constaté un écart à la hausse entre les chiffres de 2012 et les chiffres de 2013. Donc, ce qui nous permet de conclure que les marges au détail prélevées dans la majorité des régions administratives du Québec, soit 16 sur 17, sont plus élevées qu'à la même période en 2012. Mais est-ce que ces hausses sont justifiables selon vous? Ces hausses, selon nous, non, ne sont pas justifiables. Et souvent, l'industrie nous rétorque qu'au bout d'un certain temps, si on regarde le bilan annuel sur une année, ça s'équivaut. Donc, quand on voit la tendance présentement qu'il y a pour les 6 premiers mois de l'année où on voit que les marges au détail sont à la hausse, on se dit que si l'industrie veut joindre le geste à la parole, elle devra, pour les 6 prochains mois, prendre des marges au détail plus faibles que ce qu'elles ont l'habitude de prendre. Donc, je reviens rapidement sur la précédente. Est-ce que oui, ça marche? Donc, ici, vous avez vu, dans la première portion de ma réponse, qui était longue, qui était un peu fastidieuse, j'avais un devoir de mettre en contexte les gens, puisque, malheureusement, dans ce cas-ci, et ce n'est pas parce qu'elle a mal fait, mais la journaliste n'a pas eu le temps, dans son introduction, vraiment d'aller d'expliquer quelles étaient les étapes, quels étaient les processus et quelles étaient les notions. Le prix de l'essence, il est un dossier qui était chaud au CAA Québec. C'était un dossier sur lequel on était appelé à commenter de manière régulière. Ce qui fait que
pour nous, il y avait des évidences qu'à la fin, on prenait des fois qu'il ne fallait pas prendre pour acquis comme étant quelque chose que le journaliste savait exactement ce qu'il en était. Quand vous parlez à un journaliste et que c'est un journaliste économique, comme par exemple Gérald Filion, c'est ça, Gérald Filion, je crois. Donc, lui connaissait les prix du pétrole, les cours du pétrole, etc., les marges au détail, etc. Donc, pour lui, l'entrevue, les réponses étaient beaucoup plus pointilleuses et on rentrait beaucoup plus en détail que, par exemple, un journaliste qui arrive, qui a, peut-être moins d'expérience et qui s'est fait demander par son chef de pupitre, « Bon, écoute, tu me rédiges un papier sur ça, là, j'ai besoin d'un 150 mots sur ça. » Mais il faut comprendre que le porte-parole doit comprendre que ce journaliste-là en question, c'est la première fois qu'il travaille sur ce sujet-là. Là. Donc, il y a un travail carrément d'accompagnement parce qu'au bout du compte, c'est le journaliste qui va écrire la nouvelle. Et s'il y a une faute, vous allez faire partie du club des mal cités. Puis c'est pas très le fun de faire partie du club des mal cités parce que là, il y a toute une notion, etc. Donc, en connaissant votre tribune, en connaissant qui va l'écrire, vous allez être en mesure de bien délivrer un message qui fait que cette personne-là, si après elle se sent, elle a bien rapporté les faits, à ce moment-là, elle va vous rappeler. Et ce qui va améliorer votre crédibilité. Ensuite, en terminant, une image de soi-même en ligne avec les propos avancés, donc la fiabilité. Un porte-parole crédible est un porte-parole travaillant 24 heures sur 24. Quand on est porte-parole 9 à 5, 7 à 6, on est porte-parole à 4 heures du matin. Donc, l'image que l'on représente, l'organisation, notre comportement doit refléter cette organisation-là. Si vous êtes quelqu'un qui qui représente les alcooliques anonymes, vous me voyez venir, puis que les gens vous voient en train de boire, ça ne va pas. Si vous êtes au CAA et vous prônez, par exemple, la conduite sans les facultés, vous êtes contre la conduite avec les facultés affaiblies, puis que là, vous sortez un soir, vous êtes au resto, puis là, vous êtes avec votre blonde, votre chum, et là, ça va bien, je prends un verre, 2 verres. Vous n'êtes pas sous, là. Vous avez le droit de conduire, mais il y a 3-4 personnes qui vous ont vu. Et eux, ils savent. Vous ne savez pas vous êtes qui, mais eux savent vous êtes qui. Et donc, ils vous voient, après ça, avoir bu 1-2 verres, et ils vous voient rentrer dans votre auto. Donc, même chose pour n'importe quelle organisation. Si vous êtes, par exemple, je n'ai pas d'image, mais c'est pour ça qu'un porte-parole crédible l'est 24 heures sur 24. La job ne s'arrête pas une fois que c'est arrêté. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui donne l'image, qui représente une organisation très importante et qu'aussitôt arrivé le week-end, vous êtes reconnu, vous êtes vu comme quelqu'un de désagréable, etc., c'est sûr qu'il va y avoir une mauvaise... vous allez laisser un goût amer en bouche à la personne qui, elle, vous a reconnu, mais vous n'avez pas été reconnu par elle. Donc, petit exemple, qui n'est pas nécessairement des affaires publiques, mais qui avait une saveur affaires publiques. Ceux qui s'en rappellent, Christian Bégin et IGA. Oui, il était porte-parole, ce n'est pas des affaires publiques, mais en sortant de son chapeau, en se mêlant dans le débat politique, il est venu, pour certains, un peu entacher la réputation, l'image d'IGA. Donc, ça n'a pas fait non plus là, un grand débat, mais c'est pour vous dire toute la subtilité que lorsqu'on représente une organisation, cette représentation-là va au-delà du travail. Enfin, être toujours prêt, gestion de crise, tout ce que j'ai dit ici, si vous êtes capable de l'appliquer en une demi-heure, bravo, on vous engage. En gestion de crise, il est important de pouvoir réagir rapidement afin de mettre en place toutes les qualités d'un porte-parole en moins d'une demi-heure, parfois 15 minutes. La première prise de parole publique va grandement augmenter la crédibilité parce que ça va donner une image de contrôle de la situation. Un porte-parole crédible
toujours un veston propre, toujours une chemise dans son bureau à quelque part. S'il arrive quelque chose, puis il est en chandail pour X, Y raison, il sait répondre à la demande, son cellulaire est ouvert, il est disponible. Donc, la gestion de crise est vraiment un aspect important. Heureusement, ça n'arrive pas toujours, mais vraiment être capable d'appliquer toutes ces choses-là rapidement, puis à un niveau assez impressionnant, parce que maintenant, avec la multiplication des plateformes, avec les réseaux sociaux, etc., quand ça part vite. Et donc, c'est important de bien contrôler le message, de recentrer sur le porte-parole pour que ce soit la meilleure information qui soit diffusée. Des exemples, je vous ai sorti quelques exemples ici et là de bons porte-parole et de moins bons. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la classe. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a fait, il avait une excellente connaissance du sujet. Il savait très bien se défendre. Il était directement touché par les événements puisqu'il était étudiant à l'époque. Il représentait clairement ses positions et ses idées et il savait comment s'adresser d'une tribune ou à une autre. Donc, il donnait autant des entrevues à Radio-Canada qu'à Choix Radio X. Petite anecdote, souvent les gens, lorsque je donnais des entrevues à Choix, des fois les gens étaient comme, est-ce que c'est plus difficile, Choix, parce que, bon, les animateurs de radio là-bas sont un peu plus colorés, mais l'avantage qu'il y avait, c'est qu'avec Choix, la prise de parole, l'entrevue pouvait durer 10, 12, 15 minutes, chose qu'on ne faisait jamais sur d'autres plateformes, sur d'autres radios. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous donne 12, 15 minutes de temps de glace, même s'il n'est pas d'accord avec vous, ça vous donne le temps de bien étoffer votre position. De ce que je dis, bien connaître sa tribune, quel type de tribune on a, combien de temps on a. Ensuite, peut-être un exemple d'affaires publiques qui s'est un peu moins bien passé. Si vous vous en rappelez, le chef cuisinier Martin Junot, connu pour de la haute gastronomie, porte-parole de McDonald's. Bon, ça n'a pas non plus fait, je veux dire, il n'y a pas eu de déluge ni rien, mais ça a provoqué des critiques. Donc, il y a des gens qui ont critiqué, etc. Comment ça se fait qu'un chef gastronomique endosse un produit de restauration rapide? Ça crée un certain clash qui fait que ça peut miner la crédibilité d'une personne qui s'identifie comme porte-parole. D'autres exemples, rapidement, Marina Orsini, porte-parole depuis plus de 20 ans pour l'organisme de Tel Jeune. Depuis que je suis jeune, elle est porte-parole de l'organisme. Donc, c'est vraiment un visage associé. Carole Montreuil, porte-parole des pétrolières depuis près de 13 ans. Toujours la même personne, toujours bien habillée, toujours bien présentée, la même image, les mêmes lunettes, toujours en complet, avec un discours qui, bien qu'il ne plaît pas à tout le monde, est un discours qui se base sur les faits, est un discours honnête dans un certain... Stephen Guilbeault, porte-parole d'Équiterre, ancien militant de Greenpeace pendant plus de 10 ans, fondateur d'Équiterre. Ces gens-là, ce sont des exemples de crédibilité. Stephen Guilbeault, lorsqu'il était à Greenpeace, a fait des coups d'éclat. Vous irez voir là, sur le web, cherchez Stephen Guilbeault, CN Tower. Je vous laisse avec ça. Et donc, cette personne-là, lorsqu'on lui demande de se positionner sur une question d'environnement, vu son pedigree, vu son curriculum vitae, on ne met pas en doute sa crédibilité, on ne met pas en doute ses faits, les faits qu'il rapporte et les positions. Steve Flanagan, peut-être pour les plus vieux, porte-parole d'Hydro-Québec lors de la crise du verglas, qui pendant 3 semaines a donné 1 millier d'entrevues. Il m'a raconté une fois, il dit, écoute, le matin, je suis parti de chez nous en disant à ma femme, à ce soir, il dit, je suis revenu 2 semaines plus tard parce que c'était la folie furieuse, dormi à l'hôtel, emmener ses vêtements chez le nettoyeur, s'est acheté des chemises. Ça, c'est vraiment un exemple, une des grosses gestions de crise qu'on a eues au Québec. Et cette personne-là, avec André Caillé, le monsieur avec le col roulé, étaient vraiment les 2 visages d'Hydro-Québec. Lui était plus sur les opérations day-to-day et M. Caillé était sur la situation. Mais vous avez ici 2 exemples de porte-parole là, vraiment crédibles. En conclusion,
Nonobstant toutes les qualités énumérées précédemment, le principal atout d'un bon porte-parole demeure son honnêteté. Donc, si c'est un métier qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous envisagez, gardez tout le temps en tête que c'est l'honnêteté qui va vous permettre d'améliorer votre crédibilité, de bâtir votre réputation et également, même si vous faites des fautes, d'admettre que vous avez fait des fautes, ça fait partie d'une honnêteté. Et à partir de cette valeur-là, vous pourrez bâtir tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très, très, très intéressant. On va se prendre quelques minutes de questions, pas beaucoup, Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous Non, attend. mais ça aussi, s'il y a des questions. Il y en a plein. Dans la salle, faites-moi signe, je vous passerai le micro pour le bénéfice de tout le monde. On a en ligne, vous pouvez aussi envoyer vos questions à Denis, qui le relayera. Il y a même des gens qui nous envoient des questions sur Twitter. On va commencer par lui. Monsieur Martin Saint-Pierre, qui nous demande de préciser votre pensée sur le fait que porte-parole n'est pas forcément un métier en tant que tel. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que porte-parole n'est pas un métier. Il est rare les organismes, les organisations qui, dans un premier temps, vont demander à quelqu'un d'effectuer uniquement un travail de porte-parole. Un bon porte-parole doit avoir un travail de recherche à faire qui est très important et c'est tout le travail qui est fait en amont. Parce qu'un porte-parole n'est pas toujours réactif. Un porte-parole ne va pas se positionner uniquement quand on va lui demander de se positionner. Des fois, le porte-parole veut occuper un espace public pour faire valoir une position parce qu'il a un agenda XY. Donc, la notion de porte-parole, c'est un détail par rapport à la communication. Donc, quand on s'occupe d'un département ou quand on est conseiller en communication, la partie porte-parole, c'est 10 %. Tout le reste est préparation et planification. Denis, tu as des questions? Oui. Pour la constance, faut-il toujours privilégier le même porte-parole? En général, ça va créer une image un peu plus chaleureuse, un peu plus rassurante. Ça a été le cas avec M. Flanagan qui revenait sans cesse. On voit, par exemple, avec Québec solidaire que les porte-paroles changent. Des fois, on voit que c'est M. Kadir, des fois, on voit que c'est Mme David. Est-ce que c'est sûr que d'avoir tout le temps la même image, la même personne, ça va être beaucoup plus facile de passer un message. Puis on le voit avec Québec solidaire parce que les porteurs de messages n'ont pas toujours la même flamboyance, les mêmes prises de position, ce qui fait qu'un peut préférer à l'autre. Si on reste vraiment avec toujours le même porte-parole, on augmente les chances de reconnaissance de l'organisation et puis on crée un capital de sympathie également. Comment faire pour dépister les faux porte-paroles? Comment faire pour dépister les faux porte-paroles? Bonne question. Un porte-parole qui va arriver peu préparé, un porte-parole peut-être un peu trop flamboyant, qui ne va pas nécessairement faire un travail de recherche intensif pour bien positionner son organisation, qui, il y a 6 mois, pensait vert, puis 6 mois plus tard, pensait rouge. Quelqu'un trop prompt à prendre la parole également. Est-ce que c'est un faux porte-parole? Je ne dirais pas un faux porte-parole. Je dirais peut-être un moins bon porte-parole. Mais ça reste subjectif. Hein? Le bon porte-parole de quelqu'un sera la personne qu'un autre n'aimera pas du tout ou n'aura pas le même capital de sympathie. Donc, vraiment, le travail en amont, la préparation, la recherche, c'est vraiment la clé. Que penser de certaines organisations qui envoient leur porte-parole au front pour éteindre des feux et qui se réservent ensuite le positionnement final? Pauvre porte-parole. Écoutez, il y a des stratégies en arrière de ça. Il y a différentes manières de faire. Il y a différentes étapes de porte-parole. Un porte-parole, il peut y avoir certains porte-paroles qui vont être pour ce qu'on appelle des questions un peu plus quotidiennes, un peu plus simples sur le fonctionnement d'une organisation. Puis il peut y avoir un porte-parole par la suite qui va donner les grandes tendances par rapport aux opinions de l'organisation.
Mais en général, si le porte-parole n'a pas la même position que l'organisation, il y a une coupure à quelque part. En général, bon, malheureusement, des fois, cela arrive, mais en général, cela ne devrait pas arriver. Mais vous savez, hein, quand ces choses-là arrivent, souvent, c'est qu'on est en gestion de crise. Et en gestion de crise, les choses peuvent bouger très, très, très vite, ce qui fait que la chaîne de commandement, des fois, est brisée et la personne qui se retrouve devant la tribune n'a plus la même position que la personne qui vient de changer, justement, d'opinion. Merci. Alors, l'impact vient de marquer. Pour revenir à votre exemple de Mario Dumont et la surprise qu'il vous a réservée, est-ce que c'est le genre de pratique courante? Est-ce que les journalistes ont tendance à vouloir piéger le porte-parole avec... Je vous dirais que ça dépend. Ça dépend toujours des sujets, ça dépend des journalistes également. En même temps, cette entrevue-là, c'était pas très, très méchant. Ça ne m'a pas mis dans une position vraiment là où j'ai commencé à avoir des tremblements. Tout dépendant du caractère du journaliste, oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver facilement. Puis des fois, ça peut être un petit attrape, un appât. Viens, je vais te parler d'un sujet que je sais que tu es à l'aise et je sais que tu es à l'aise à ce sujet-là. Et je le règle en 2 minutes, alors que je t'avais donné un 7 minutes, 8 minutes. Et là, il me reste un 5 minutes et là, voilà. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que il faut toujours que, et ça répond un peu à l'autre question, à savoir toujours le même porte-parole. Quand on a tout le temps le même porte-parole, la même personne sait ce qui est arrivé la semaine dernière, sur quoi on l'a questionné la semaine dernière, ce qui fait que cette personne-là vient préparer. Puis après ça, les sujets, ils restent là, les lignes de communication, ils restent tout le temps là, ce qui fait qu'un bon porte-parole qui connaît son organisation, sur 90 % des sujets, il est capable de donner toutes les positions de l'organisation. Mais des fois, oui, ça peut arriver. Ça fait partie des risques du métier. Qu'en est-il quand l'organisation demande à ce que son porte-parole demeure dans le flou? Le porte-parole demeure dans le flou. En fait, c'est la position de l'organisation qui est floue. Quand je parle de journaliste à l'interne, des fois, on peut paraître vraiment fatigant quand on est un journaliste à l'interne. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est est-ce que tu aimes mieux que ce soit moi qui pose les questions ou tu aimes mieux que ce soit vraiment un journaliste qui appelle puis qui commence à poser des questions? Donc, il y a vraiment un devoir du porte-parole et moi, de mon côté, mon passage dans les salles de nouvelles m'ont donné le réflexe de dire à la personne en face de moi qui a la question. Si elle ne répond pas, je dis non, la réponse, parce que je sais la question que je vais me faire poser. La question que je vais me faire poser, elle va être toute simple. Donc, je te pose la même, et tant que je n'aurai pas une réponse, que je ne pourrai pas broder une réponse pour répondre franchement à une question qui m'est posée franchement, bien, le travail ne sera pas complété. Donc, si c'est flou, ça veut dire qu'il y a eu un manque de préparation, soit dans la position qui n'est pas assez étoffée, ou soit le porte-parole, lui, n'ose pas trop s'avancer. Et là, il y a un mauvais travail de préparation. Peut-on considérer qu'un porte-parole, ça va dans le même sens que la question précédente, peut-on considérer qu'un porte-parole risque de restreindre une information d'intérêt public en raison de son rôle envers son organisme? Le porte-parole représente son organisme. Le porte-parole est l'organisme. Une information d'intérêt public, je veux dire, tout dépendant le contexte, là, mais si la personne en face de vous n'est pas Cédric Essimini ou quelqu'un, c'est la personne qui représente l'organisation. Donc, l'organisation, si elle a une volonté de ne pas vouloir divulguer une information, à ce moment-là, bien, c'est au porte-parole de mettre l'attention vers un autre élément. Je vous ai, il m'est déjà arrivé par le passé, bien avant mon emploi au Parc olympique, d'avoir une information et d'avoir l'information et d'avoir la réponse à la question. Mais la question n'est jamais venue. Alors, à partir du moment où la question ne vient pas,
Pourquoi donner la réponse si la question ne vient pas? Donc, il y a aussi un travail. Chacun doit faire son travail correctement. Un bon journaliste, chevronné, il va savoir vous poser la question qui va vous faire la petite goutte de sueur qui va vous faire perler. Mais un journaliste mal préparé, qui connaît peut-être moins son sujet, puis ça va dans les deux sens. Hein. Il y a des porte-paroles très bien préparés à qui vous ne pourrez pas en passer une, et il y a des journalistes également très bien préparés qui vont savoir exactement, puis ça va dans les deux sens. Il y a également des gens moins bien préparés. Donc là, après ça, c'est comment est-ce qu'un gère avec l'autre, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, on doit conclure par une ou deux questions en ligne, Denis? Oui, j'ai encore du matériel. Ça va dans le sens du terme préparation. Comment s'assurer de bien cerner notre tribune? La connaissance de la tribune. Quel est le sujet de la tribune? Quelle est la couleur de la tribune? Tel organe de presse, quels sont ses sujets de prédilection? Comment traite-t-il l'information? Qui sont ses chroniqueurs? Quelle est la couleur des chroniqueurs? Telle radio, quel type de sujet fait-elle? Combien de temps dure l'entrevue? Qui sont les animateurs vedettes? Pardon. Qui sont les personnes qui sont derrière les recherchistes? Donc, le travail, connaître les recherchistes. Moi, je dis souvent, laissez faire l'animateur. Vous devez connaître le recherchiste parce que c'est le recherchiste qui, au bout du compte, va aller vendre l'idée à l'animateur. Et si l'animateur est conquis par la suite, bien, vous avez fait une partie de votre travail quand vous voulez être proactif. Donc, connaître les tribunes, c'est les écouter, c'est savoir qu'est-ce qu'ils font. On est capable de voir c'est quoi un article qui est d'une titre d'un Saveur Le Devoir, Saveur La Presse, Saveur Journal de Montréal, Saveur Globe and Mail, qui sont les éditorialistes, quelles sont leurs couleurs politiques. Tout ça, en lisant, ce sont des choses qu'on peut savoir et qui fait que quand ils nous appellent, on voit un peu le type de questions qu'ils peuvent demander. Faut-il vraiment démontrer qu'on a beaucoup d'expérience pour être crédible? Non, pas nécessairement, parce que quand j'ai commencé au CAH, je ne connaissais pas les autos plus que le commun des mortels. Là. Donc, encore le travail de journaliste à l'interne. On lit, les recherches, etc. J'ai demandé des formations spéciales, des formations en mécanique, des formations comment changer un pneu, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelle est la manière de faire, du renseignement. Une bonne organisation là, va prendre son conseiller là, puis va lui offrir la possibilité de connaître l'organisation de fond en comble. Donc, il faut prendre ces choses-là, prendre tout ce matériel-là qui est à notre disposition, lire, s'appuyer aussi sur les gens plus vieux. La personne là, qui est là, ça fait 15 ans là, dans l'organisation, ces gens-là, je les mets sur des piédestals. C'est des mines d'or. C'est des gens qui connaissent tout, qui ont vu beaucoup plus passer, alors que nous, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont là. Parfois, il y a des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Donc, eux, ils sont en mesure de savoir. Ils sont des puits d'information. Donc, si on n'a pas l'expérience dans le domaine en particulier, le fait de lire et d'en connaître plus que la moyenne et savoir également à quel moment est-ce que, OK, ce journaliste-là est un journaliste, par exemple, automobile de 20 ans d'expérience, moi, je ne peux pas lui résumer la question qu'il veut. Donc, à ce moment-là, je lui envoie un spécialiste parce que là, ça devient vraiment une question spécialisée. Puis c'est la même chose pour toute organisation. Si on me parle, par exemple, d'architecture pour le parc olympique, je connais un certain niveau, mais si c'est un journaliste que je sais qui a une maîtrise en architecture ou une formation en architecture, bien, je vais le mettre en contact avec quelqu'un qui a une formation en ingénierie ou en architecture pour que ces deux parlent le même langage, pour qu'au bout du compte, ma crédibilité va être engagée parce que, ah oui, ce conseiller-là en communication, il me met avec les bonnes personnes au bon moment. Donc, de mon côté, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Que faire si la question vient, mais qu'on ne puisse révéler la réponse parce que l'organisation ne veut pas que ce soit révélé? Que faire si la question vient si on ne peut révéler la réponse? Très bonne question. Idéalement, c'est vraiment d'être préparé par rapport à ça. Si on ne veut pas révéler une réponse quelconque, je vous dirais le travail de préparation encore vient là. Parce que si la question vient, c'est qu'on s'est mis dans une position où cette question-là peut venir. Est-ce que décliner la réponse, décliner l'entrevue peut l'être?
Après ça, c'est toute la question de quelle est la mentalité d'une organisation. Est-ce qu'une organisation veut montrer patte blanche ou une organisation veut rester dans l'opacité? Après ça, c'est vraiment selon la culture de l'organisation. Malheureusement, le porte-parole, lui, doit se coller à cette culture-là. Et si on veut de l'opacité, bien, lui, il doit rester dans l'opacité. Mais en général, le but, c'est vraiment de prévenir ça. Si vous voyez venir que l'organisation pour laquelle vous êtes, un journaliste vous appelle ou on vous offre une tribune et vous savez que vous allez être mis en boîte, bien, à partir de là, soit vous acceptez, parce que ça dépend toujours du type de sujet. Je veux dire, quel type d'information? Est-ce que c'est une information qui est sensible parce que, par exemple, il y a une enquête en cours? Parce que c'est une affaire criminelle ou c'est une affaire juridique. Donc, il y a plusieurs choses, mais en général, il faut bien savoir, si vous savez à qui vous adressez, vous allez savoir le genre de questions qu'il va vous poser et vous allez savoir également quoi répondre. Une dernière question pour conclure, oui, c'est ça? Beaucoup plus facile. Juste pour conclure? Okay. Facile, celle-ci. Ça vient d'un internaute qui s'est présenté sur le tard au début de la conférence et puis qui aimerait connaître la différence concrète entre un porte-parole et un journaliste interne. Le journaliste à l'interne, lui, va faire le travail de recherche, va trouver la réponse. Le porte-parole va s'assurer que cette réponse concorde avec les positions de l'organisation et va formater la réponse pour qu'elle satisfasse et le journaliste et le public à qui il s'adresse. Donc, idéalement, avec les résultats obtenus avec le travail journalistique à l'interne, on dresse nos lignes de communication, on dresse les positions de l'organisation, on s'assure qu'elles sont en règle et qu'on veuille les diffuser, et par la suite, on passe porter le message. Alors, je pense que vous avez dit qu'un porte-parole doit être disponible et bien connaître son sujet. Je pense qu'on a eu la preuve ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Juste avant de vous laisser partir, n'oubliez pas votre questionnaire d'évaluation. Vous pouvez le déposer sur la table à la sortie. Sinon, vous l'envoyez à Denis, vous indiquez comment faire. Sur la toile, je vous donne rendez-vous sur notre site web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, pour être tenu au courant de nos activités. Et je vous donne rendez-vous pour la clôture de notre 12e saison des Grands Communicateurs. Ce sera le 3 juin. Monsieur Pierre Arthur de La Presse, et nous parlerons de La Presse Plus. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et allez l'Impact.